Bienvenue à tous sur ce nouveau direct et ce nouveau live avec Philippe Ballet qui est auteur du livre Les extraits CO2 super critiques parus chez Duno au chemin de la nature. Aujourd'hui, donc j'ai invité Philippe parce que c'est un sujet qui est passionnant avec fort peu de littérature sur le sujet. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, donc toi, tu es aromathérapeute formé à la fois à l'aromathérapie scientifique française et aussi à l'approche, aux approches anglo-saxonnes. Donc il y a une vraie complémentarité dans les approches. Tu es enseignant en aromathérapie scientifique et tu es donc l'auteur de ce superbe livre Extrait au CO2 supercritique avec Benoît Roger en co-auteur et également du livre de physiologie huile essentielle avec Arnaud Géa. Donc, ces deux superbes livres références qui sont publiés chez Duno dans la collection Les Nouveaux Chemins de la Santé. Les extraits au CO2 supercritique, c'est vraiment tout un pan qui s'ouvre pour les aromathérapeutes et les phytothérapeutes. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné l'idée ou l'envie de creuser ce sujet et de nous présenter donc 40 extraits de CO2 avec toutes les monographies? Qu'est-ce qui t'a lancé sur ce sujet à la base? Alors tout d'abord, Anne-Laure, merci pour ton invitation et merci de me donner l'occasion justement de parler de ces extraits qui au départ sont utilisés par l'agroalimentaire, la parfumerie et la cosmétique, mais qui ont une dimension thérapeutique vraiment appréciable. Alors mon premier contact avec un extrait au CO2 supercritique, ça a été la camomille allemande avec un déploiement de molécules que je n'avais jamais repérées dans l'huile essentielle. Et ça a été un coup de foudre. Puis est venue la lavande. Et je me suis dit, mais on dirait que c'est une plante fraîche qui est dans le flacon, et ça n'a pas grand-chose à voir avec l'huile essentielle. Comment expliquer tout cela? Et tout a démarré à partir de l'olfaction. Oui, donc on va en reparler, mais c'est vrai qu'il y a une odeur très fraîche, très proche de la plante qui est très agréable et du coup facile à utiliser en olfaction. Par contre, l'extrait de CO2 supercritique, déjà le nom paraît très complexe et on imagine un procédé d'extraction du coup hyper compliqué. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est qu'un extrait de CO2 supercritique? Bien sûr. Alors, tout démarre avec le CO2, le gaz carbonique qui nous entoure, qui est indispensable à notre vie, à la vie des plantes. Et ce gaz carbonique, en fait, il est généré par l'industrie, beaucoup, en particulier l'industrie de la fermentation. Quand on fabrique de l'éthanol, en fait, on fabrique aussi du gaz carbonique et on sait le capter. Et ensuite, ce CO2, on va pouvoir l'utiliser justement à des fins extrêmement positives. Ce qu'il faut savoir, c'est que un gaz, certains gaz, et le CO2 en particulier, lorsqu'on les soumet à une pression et une chaleur, ils peuvent atteindre un autre état qu'on appelle l'état supercritique et qui se situe entre l'état gazeux et l'état liquide. Le CO2 atteint cet état supercritique avec 31,1 degrés Celsius et une pression de 73,8 bars. Pour vous donner une idée de cette pression, sachez que les appareils pour gazéifier de l'eau que vous pouvez avoir chez vous dans votre cuisine contiennent du CO2 à 50 bars. Donc avec la moitié en plus de pression, on a déjà ce qu'il faut pour atteindre l'état supercritique avec le CO2. Et donc cet état supercritique, il va ressembler à un fluide et il va avoir un pouvoir d'extraction que n'a pas la vapeur d'eau dans la distillation. Qui plus est, on va relativement peu monter en température, ce qui va préserver les molécules thermosensibles. Mais le CO2 dans l'esprit des gens, c'est toxique en fait comme molécule. En fait, Alors, là, est-ce qu'il y a des résidus du coup dans cet extrait ou comment ça se passe? non, et c'est en fait une extraction très verte dans la mesure où on va qualifier
un rejet industriel, on va l'utiliser, le recycler, puisque on peut recycler en fait le CO2 qui sert à l'extraction, et ensuite il sera rejeté de là où il vient, mais il aura servi à quelque chose, et à la fin de l'extraction, il n'y a plus l'once d'une miette de CO2, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, contrairement aux extractions par solvants relativement toxiques qui laissent toujours des traces, il n'y a plus du tout aucune trace de la présence du CO2 qui ne sert qu'à extraire les molécules. Et ces molécules, en fait, elles peuvent aller jusqu'au cire de la plante, jusqu'au pigment si on le souhaite, mais en tout cas, l'extraction au CO2 permet d'avoir des molécules plus lourdes que peut obtenir la distillation à la vapeur d'eau qui est limitée en nombre de carbone. Donc en fait, donc ça s'appelle supercritique et ça a un état semi-liquide, semi-gazeux, mais on est d'accord qu'il n'y a pas du tout d'eau, que Non. c'est complètement exempt d'eau. Et du coup, on évite tous les problèmes d'hydrolyse, d'oxydation, d'isomérisation des extractions à la vapeur d'eau. Oui. Et donc, comme tu le disais, on a une composition qui est très complète et très différente des huiles essentielles. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est le temps. Le temps est considérablement réduit dans les extractions. Donc c'est 4 heures maximum. Et puis, par exemple, pour le santal, le bois de santal, on va être à 1h40 contre plusieurs jours pour une huile essentielle. Donc non seulement on altère moins la plante, ou en tout cas on a plus de composés, et en plus, eh bien, le temps d'extraction est réduit. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est plus écologique? Alors, je ne veux pas opposer une huile essentielle à un extrait au CO2 dans la mesure où la composition chimique n'est pas la même. Les huiles essentielles resteront ce qu'elles sont. Les extraits au CO2 doivent être vus comme des leviers thérapeutiques supplémentaires qui vont enrichir les possibilités du thérapeute sans nier les huiles essentielles. Il est vrai que la consommation en eau peut poser un problème. On n'a pas besoin d'eau dans une extraction au CO2, sauf si on utilise l'eau comme co-solvant pour obtenir certaines molécules, comme on pourrait utiliser de l'éthanol comme cosolvant pour obtenir des molécules que nous ne pourrions pas extraire sans cela. Je m'explique. L'extraction au CO2 va extraire des molécules apolaires. Si on souhaite avoir des molécules plus polaires, comme par exemple les acides boswelliques dans l'encens, on utilisera un cosolvant et en l'occurrence de l'éthanol. Voilà, c'est-à-dire de l'alcool. Et il restera très peu d'alcool dans l'extrait final, mais il en restera un tout petit peu, ce qui ne Ok. pose pas un problème thérapeutique. Alors nous, en aromathérapie, on a l'habitude voilà, de réfléchir en termes de monoterpènes, monoterpénol, ester, éther, etc. Qu'est-ce que ça contient ou comment ça diffère, cette composition d'extrait de CO2? Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette composition? Alors, on va retrouver toutes les molécules connues de l'aromathérapie et des huiles essentielles, à peu de choses près, mais dans des pourcentages qui vont différer. Et puis, on aura des molécules qu'on trouvera plutôt dans la phytothérapie. Par exemple, dans le calendula, dont on n'extrait pas d'huile essentielle digne de ce nom, on va avoir un extrait au CO2 extrêmement riche en actifs. En fait, l'extraction peut porter sur des plantes aromatiques, sur des oléagineux, mais également sur des plantes non aromatiques comme l'arnica ou le calendula. Donc, aux côtés des molécules connues qui vont intervenir dans des pourcentages différents, on va avoir des molécules qui sont moins volatiles, mais qui peuvent avoir un intérêt thérapeutique. Par exemple, dans le gingembre, on va avoir les molécules piquantes du gingembre, qui sont les choagols, les ingérols, qui sont d'excellents antiémétiques. Par rapport à l'huile essentielle qui n'en contient pas, l'extrait au CO2 va être davantage antivomitif que l'huile essentielle.
Si on prend l'exemple de la matricaire, de la camomille allemande, on est sur une autre facette de l'extraction au CO2. Ce qu'il faut savoir, c'est que on recherche en aromathérapie généralement le chamazulène qui donne cette couleur bleue à la matricaire. Eh bien, le chamazulène est en fait une transformation par la chaleur de la matricine, qui est une molécule extrêmement sensible à la chaleur et qui donc devient chamazulène pendant la distillation. L'extraction au CO2 va être beaucoup plus basse en température et la matricine ne va pas se transformer en chamazulène. Ce qui ne donnera pas un extrait bleu, mais plutôt marron, marron bleuté. Et il faut savoir que cette matricine, elle est 10 fois plus anti-inflammatoire que, que le chamazulène. Par conséquent, l'extrait au CO2 sera beaucoup plus anti-inflammatoire que l'huile essentielle, ce qui n'enlève rien à l'huile essentielle, bien sûr. Et du coup, c'est pas la peine d'associer la même plante en version huile essentielle extrait de CO2 quand on veut faire donc réfléchir à des synergies pour des pathologies. Là, pour le coup, c'est soit l'une, soit l'autre. Alors, je vais peut-être moduler cela. Tu as raison sur le fond, puisque le chamazulène, c'est une transformation non voulue de la matricine. En revanche, si dans une huile essentielle, on recherche aussi dans la formule un autre aspect thérapeutique, une autre facette thérapeutique de la plante qui est plus présente dans l'huile essentielle, à ce moment-là, pourquoi pas les associer? Parce qu'il arrive, par exemple, très souvent que l'extrait au CO2 contienne moins de cétone ou de phénol. Si on souhaite ces phénols, mais aussi des molécules plus lourdes qu'apporte l'extrait au CO2, pourquoi pas associer huile essentielle et extrait au CO2? Mais je pense que les cas sont relativement rares. D'accord. Et dans la composition, j'ai noté aussi qu'il y a la présence de triglycérides. Oui. Donc, est-ce que ça en fait un produit qui est mieux toléré au niveau cutané? Est-ce que on peut raisonner comme ça? Alors, on peut raisonner comme ça. Tout dépend en fait des extraits qui sont considérés. Si par exemple on prend le romarin à camphre, qui sera chargé de camphre, comme peut l'être l'huile essentielle, il faudra faire attention. Mhm. En revanche, sur des extraits oléagineux, ça va être intéressant. Après, comme un article du livre le précise, euh, il faut savoir ce que fait la peau de ces triglycérides. Très peu de pourcentage de triglycérides sont transformés en acides gras libres sur la Mhm. peau. C'est effectivement très complexe. Donc c'est vrai que quand par exemple un cosméticien va dire que c'est riche en acides gras, etc., oui, mais souvent sous forme de triglycérides. Or, le triglycéride doit être cassé pour libérer l'acide gras qu'il contient. Voilà. Mais c'est vrai que les extraits CO2 d'oléagineux sont très intéressants, mais surtout pour une autre raison. C'est que l'extraction au CO2 se fait en milieu anaérobie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc, si on compare une extraction à froid, de première pression à froid, c'est-à-dire on va presser la graine pour faire sortir l'huile dans un milieu oxygéné, c'est-à-dire que là où nous vivons, là où nous respirons. La friction de la graine va occasionner un pic de chaleur. Chaleur plus oxygène égale oxydation. Et dès la première pression à froid, on, on crée les conditions de l'oxydation qu'on ne pourra plus arrêter après. L'extraction au CO2 se faisant en milieu anaérobie, il n'y a pas d'oxydation générée pendant l'extraction. C'est donc au moment où on commencera à utiliser le flacon qu'il peut se produire et qu'il devrait se produire un début d'oxydation. Donc, ça veut dire que la durée de conservation est plus longue en fait pour les extraits de CO2 que pour les huiles essentielles? Pour les extraits de plantes aromatiques, on est sur 5 ans, c'est-à-dire à peu près la même chose. Pour les oléagineux, ça dépend totalement de la sensibilité de la matière qui est extraite. Il y a des extraits CO2 qu'il faut garder de plantes oléagineuses qu'il faut garder au frais et qui auront une durée de vie d'1 an, 1 an et demi.
En revanche, on a des extraits antioxydants. Je pense par exemple au romarin ou à la sauge trilobée, que l'industrie cosmétique utilise à très faible dose comme antioxydant. Et on peut rajouter en infime quantité ces extraits dans des extraits oléagineux pour retarder ou ralentir en tout cas leur oxydation. D'accord. Et est-ce qu'il y a une toxicité des extraits CO2, comme on a plein de contre-indications et toxicité pour les huiles essentielles? Est-ce que c'est le même parallèle aussi ou il y en a moins? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la toxicité s'évalue toujours en fonction, bien sûr, de l'extrait, mais de la personne qui va les utiliser et de la manière dont la personne va les utiliser. Il est certain, je parlais tout à l'heure du romarin à camphre, qu'il va falloir être très prudent sur son utilisation. On sera beaucoup moins prudent peut-être sur une huile à un 8 cinéole, par exemple, sauf pour les tempéraments asthmatiques, sur certains publics, les enfants, sur certains publics très ciblés. Mais en fait, les contre-indications et les toxicités vont se jouer exactement comme sur une huile essentielle. En revanche, j'ai noté que sur la plupart des extraits, on a moins en pourcentage, en présence dans l'extrait, de molécules à problème. C'est très souvent le cas. Et c'est le même système, il faut quand même étudier Oui. les monographies pour bien comprendre les molécules prédominantes et ce qui pourrait engendrer des toxicités ou des irritations cutanées. Ou... Est-ce qu'il y a des photos dermocausticité aussi, phototoxicité? Oui, on va avoir une phototoxicité sur l'angélique comme sur l'huile essentielle. Alors, c'est la raison pour laquelle Benoît Roger, qui est donc le co-auteur de ce livre, qui m'a beaucoup aidé, a permis de mettre en vis-à-vis une composition d'huile essentielle et une composition d'extrait au CO2 de la même plante. Qui plus est, Benoît, euh, étant multicasquette, mais ayant exécuté de nombreuses chromatographies, a eu accès à une base de données de plusieurs lots de ces plantes. Donc, on a une moyenne sur les huiles essentielles que l'on compare à une analyse de l'extrait au CO2 et on voit justement au niveau chimique ce qui diffère de l'un et de l'autre. Je dois dire que Benoît Roger s'est emparé de ce travail avec vraiment brio, c'est extrêmement intéressant, et y compris pour les aromathérapeutes qui cherchent une moyenne des molécules dans une huile essentielle, puisque par exemple sur la lavande, on va avoir plusieurs dizaines de lots qui ont servi en huile essentielle à faire cette moyenne. Mais il explique aussi quelles sont ces molécules que l'on trouve dans les extraits et qui sont absentes des huiles essentielles. Et il fait des points également sur la chimie et des points extrêmement intéressants. Oui, il y a des petits. Alors, c'est très complet à chaque fois. Il y a des tableaux comparatifs, en effet, pour justement aider les aromathérapeutes à arriver à faire le lien finalement entre Tout à fait, l'huile essentielle et cette nouvelle thérapeutique, parce que c'est vrai que c'est un monde qui s'ouvre, hein. tout à Euh, fait. il y a énormément de choses. Mhm. Toi, si tu devais avoir trois extraits de CO2, qu'est-ce que tu choisirais? Qu'est-ce que tu garderais? Alors, je pense que je prendrai le calendula. Parce que le macérat lipidique que tout le monde connaît, que peut-être tout le monde utilise, contient à peu près 1% d'actifs. La macération huileuse va rarement au-delà pour le calendula. Et si on considère l'extrait au CO2 supercritique de calendula, bah, c'est quasiment 100% d'actifs. Donc en fait, le thérapeute va pouvoir diluer l'extrait CO2 pour monter peut-être à 2, 3%, peut-être 5, mais on n'ira pas au-delà parce que ce serait absolument pas utile. Et il va accentuer le pouvoir anti-œdème et anti-cicatrisant et cicatrisant de cette plante. Ensuite, je pense que j'irai vers la lavande. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en l'absence de chaleur, en l'absence de ces 100 degrés de la distillation, on préserve une grande quantité d'ester. Alors, tu vas me dire, Anne-Laure, qu'il y en a déjà beaucoup dans l'huile essentielle de lavande. Ben oui, mais il y en a 2 fois moins que dans l'extrait au CO2 supercritique. Et donc, quand on respire la lavande en extrait supercritique, on a l'impression d'une fraîcheur presque fruitée totalement absent de l'huile essentielle, justement parce que dans l'huile essentielle, le linalol
est 2 fois plus important que l'acétate de linalyle, et c'est l'inverse dans l'extrait au CO2 qui contient 2 fois plus d'acétate de linalyle que de linalol. Donc ça, voilà pour le deuxième extrait. Et puis, je pourrais prendre aussi le gingembre parce que, il est à la fois digestif, il est anti-infectieux pour notre appareil digestif, mais aussi sur la peau. Il a une odeur extraordinaire. Il peut s'adresser à tout le monde. Alors bien sûr, contrairement à l'huile essentielle de lavande qui ne pique pas, les molécules piquantes se trouvent dans l'extrait CO2 et on va le diluer dans une huile végétale pour adoucir en fait ce côté piquant. Donc en fait, voilà, les modes d'utilisation après, c'est similaire à l'aromathérapie, c'est-à-dire qu'on dilue l'extrait dans l'huile végétale, on peut le mettre dans un diffuseur éventuellement, on s'en sert en olfaction. Est-ce qu'il y a d'autres voies? Oui, alors, contrairement aux huiles essentielles, on va avoir des molécules lourdes, on va avoir des cires, on va avoir des acides gras. Donc, si on utilise tous les extraits au CO2 qui contiennent ces molécules dans un diffuseur, on va l'encrasser. Donc, en fait, tout va dépendre de l'extrait. Il y a des extraits qui sont extrêmement fluides et d'autres, on parlait du calendula, le calendula est une pâte visqueuse qu'il faut en fait diluer à 40 degrés dans une huile végétale. Donc en fait, tout va dépendre de l'extrait considéré, mais si sa texture le permet, bien sûr qu'on va pouvoir le diffuser, bien sûr qu'on peut faire de l'olfaction, et bien sûr qu'on peut le mélanger dans de l'huile, dans l'alcool, on peut en faire un suppositoire, une ovule gynéco, on peut les mettre en bouche s'il s'y prête et diluer comme il le faut dans de l'huile, dans du sirop d'agave, dans du miel. Mais de toute façon, tout le monde connaît déjà les extraits au CO2 dans l'agroalimentaire qui s'en sert beaucoup, mais personne ne le sait. C'est-à-dire que peut-être qu'un industriel qui vend de la ratatouille sous vide va utiliser un extrait CO2 de thym et de romarin et va en mettre extrêmement peu dans sa cuisine pour donner un goût absolument fabuleux. Et donc, c'était ça ma question. Est-ce qu'au niveau du goût, c'est... Parce que les huiles essentielles à avaler, on sait tous que c'est quand même assez costaud et pas très bon. Est-ce que donc c'est meilleur au goût, un extrait de CO2? On est au niveau du goût beaucoup plus proche de la plante, Comme l'odeur finalement. comme l'odeur. Pour autant, il va falloir en l'utiliser à bon escient et très peu. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des extraits au CO2 dans la cuisine, bien sûr. On peut les mettre en bouche, mais ça dépend lesquels. En fait, on a la même réflexion pour les huiles essentielles. Le gingembre, par exemple, on va le diluer parce qu'il est piquant, mais il ne pose aucun problème au système digestif. Non seulement pas de problème, mais il l'aide. Mhm. En revanche, un extrait qui contient beaucoup de 1,8-cinéole, bah, il va pas nous faire du mal si on l'ingère, mais il est indigeste, il va nous faire rôter parce que le 1,8-cinéole est très difficile à digérer. Donc en Mhm. fait, on a ce même rapport à l'extrait qu'avec une huile essentielle, tout dépend de la connaissance qu'on a de l'extrait. Et c'est pour ça que ce livre existe. Oui, je vous invite vraiment à vous y plonger parce qu'il y a énormément, énormément de détails. Il est très précis et à la fois très pratique et très concret. Il y a tout un chapitre d'ailleurs sur l'utilisation des extraits en fonction des pathologies. Donc ça remplace pas le diagnostic médical et l'accompagnement avec un thérapeute. Mais ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que du coup, tu proposes plusieurs complémentarités, plusieurs synergies avec les huiles essentielles et les extraits de CO2. Est-ce que, donc là, on va pas bien sûr tout détailler, je vous invite vraiment à regarder à vous plonger dans le livre, mais est-ce que dans, dans ces pathologies, est-ce qu'il y aurait des sphères ou des domaines où vraiment les extraits de CO2 sont supérieurs aux huiles essentielles? Alors, tout d'abord, mon souci a été de dédramatiser leur utilisation en proposant des formules qui font intervenir des huiles essentielles, des extraits au CO2, quand c'est justifié, des huiles végétales, comme on ferait une formule classique en aromathérapie. La seule différence est quand on utilise des extraits qui sont solides, comme le cacao, par exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé du calendula.
il va falloir préparer dans une huile végétale à chaud, préparer un espèce de macérat huileux, en fait, qui sera fait d'un extrait et d'huile végétale qu'on utilisera ensuite dans sa formule. Alors, la réponse est oui, par rapport à la sphère cutanée. En particulier, on a des petites merveilles dans les extractions de CO2 d'oléagineux. Par exemple, je citerai l'amarante, qui est une huile d'une finesse extraordinaire, qui va être très intéressante dans tous les problèmes de sécheresse et d'hypersécheresse cutanée. Et puis, on a, par exemple, on parlait tout à l'heure de la matricaire, c'est un petit bijou pour toutes les inflammations cutanées. En trace dans une huile végétale, et pourquoi pas un extrait CO2 de nigel dans une huile douce, dans de l'amande douce, pour un psoriasis, pour un eczéma, et on va avoir des résultats merveilleux. Et puis moi, je retiens aussi quand même l'aspect olfactif qui peut être très intéressant dans les pathologies comme Alzheimer où on veut vraiment travailler l'odorat mais de manière très douce Oui, et dans un système de reconnaissance de la plante où là, on va du coup pouvoir plus facilement identifier ce qu'on respire. oui. Merci Philippe. Est-ce que j'aurais oublié des choses? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'important qu'on aurait oublié? Je crois qu'on a fait un tour assez complet de ce que propose le livre. Oui, peut-être je peux conseiller aux gens qui se sentent attirés par les extraits au CO2 supercritiques, mais qui savent pas trop à quoi ça sert et qui savent pas comment les utiliser, de commencer par un, deux ou trois extraits. J'ai parlé du calendula, de la matricaire, du gingembre. Ça peut être vraiment une bonne manière de commencer. Je donne le mode opératoire dans le livre de la manière dont on peut diluer cet extrait visqueux, collant et teinté de calendula dans l'huile végétale, comment on peut l'utiliser. Le gingembre est très facile d'utilisation, la matricaire aussi. Et déjà avec ces trois-là, on a quelque chose de différent des huiles essentielles. Alors, raison pour laquelle moi je reste très attaché au nom d'extrait. Ce n'est pas une huile essentielle, même si ça a des points communs, c'est un extrait. Et il est fondamental de conserver cette appellation d'extrait pour ne pas confondre l'extrait et l'huile essentielle. Et peut-être ce sera le mot de la fin, ce sont deux choses différentes, très complémentaires. Oui, et merci encore pour avoir vraiment compilé toutes ces informations et ces données encore une fois, très précises et très complètes. Donc, vous pouvez trouver le livre chez Duno et chez votre libraire et bien sûr en ligne. Merci beaucoup, Philippe, pour nous. Merci à toi, Anne-Laure, pour cette merveilleuse On pourrait invitation. passer des heures hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais voilà, le temps est imparti. Donc, merci encore et puis eh bien, à bientôt.